Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast avec la team. On a avec nous Benjamin et Sébastien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vision du CrossFit, de comment on voit les choses au niveau du CrossFit. Et je vois que Benjamin a le micro, alors c'est à lui de commencer. Ok, bonjour à tous. La voix langoureuse. Comment je vois le CrossFit? Moi, je vois le CrossFit comme un très bel outil. Je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup trop de gens qui confondent l'outil et la pratique de cet outil. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent, et on fait partie des gens, hein, donc on est peut-être aussi des personnes qui faisons ça aussi. C'est une question que je pose là, ici, maintenant, qui se battent en fait en disant, voilà, cette vision du CrossFit, cette vision de l'outil, c'est la vision. Et en fait, je pense que le plus important, c'est surtout de savoir les valeurs et comment, avec l'outil qu'est le CrossFit, on va pouvoir mettre en avant ces valeurs. Moi, je vois l'outil CrossFit, j'insiste sur le mot outil, comme une possibilité de développer beaucoup de choses d'un point de vue physique, mais toujours, encore une fois, avec cette affinité pour utiliser le physique, pour améliorer les capacités plutôt mentales, quoi, et chercher cette santé mentale. Donc pour moi, CrossFit, si je dois parler très personnellement, c'est un super outil pour donner la possibilité aux gens de faire plus que ce qu'ils pensent être capables de faire, mais aussi, surtout, dans une volonté d'améliorer l'aspect de santé mentale, quoi. Ok, ok, super. Pour toi, Seb? Mais le CrossFit, donc j'aime bien comparer ça à des garages de voitures ou un truc comme ça. Et effectivement, c'est un outil, ça peut être un job, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi. Mais derrière, il y a de nouveau des personnes et la vision du CrossFit est à chaque fois déterminée par la personne qui est derrière. Et c'est là que ça devient hyper sympa. C'est parce qu'on parlait l'autre fois entre nous de personnes qui devaient trouver une salle de CrossFit et on trouvait ça. Ouais. On suggère vraiment, par exemple, de toujours aller dans 4-5 salles. Ouais, drop-in, les adhérents. Vraiment voir, parce qu'il y a un environnement, il y a le feeling qu'il y a au niveau des coachs, il y a plein de paramètres. Et surtout, la volonté qui est des honneurs, des coachs, de transmettre quelque chose. Et c'est qu'une histoire d'affinité par rapport à ça. Et donc, ça, c'est le point de vue, la manière dont on pourrait voir le CrossFit à travers les différentes salles. Et je le vois effectivement comme un outil qui est hyper puissant en soi. Parce que il est c'est même pas polyvalent, mais il regroupe tout. Très adaptable. Ouais. Je suis d'accord. Ok, parfait. Et au niveau de l'approche, par exemple, est-ce que vous voyez déjà une différence entre ce qu'on voit dans les hauts niveaux et ce qu'on voit dans les box? Est-ce que comment quelqu'un qui en réalité a tapé dans Instagram, CrossFit, etc., il voit seulement des personnes très fortes qui soulèvent, très lourds, etc. C'est quoi la différence, etc. Comme vous voyez, en gros, j'essaie d'aller un petit peu, est-ce que c'est plus une préparation physique qu'on voit dans les box? Est-ce que c'est plus compétition qu'on voit dans les box? Voilà. C'est un petit peu Ouais. comme tu vois. Ben, je vais prendre l'exemple du. On parle souvent du coureur du dimanche. Donc la personne qui a envie de se lancer au sport, qui va commencer à courir, qui va acheter une paire de chaussures, qui va peut-être pas prendre la paire de chaussures qui lui convient et qui va aller taper 10 km tous les dimanches. Donc il a décidé qu'il fallait le faire, donc il n'y a que ça qui compte. Et il y a tout un travail, quelque chose à mettre autour en tout cas pour pouvoir gérer les blessures. Donc ça va peut-être très bien aller dans les 2 premières années. Mais après, il va commencer à avoir des problèmes au genou, il va commencer à avoir des choses comme ça. Et donc, il va devoir commencer à réfléchir à ce qu'il doit faire. Et le CrossFit, c'est un peu la même chose, ou c'est la même chose dans tous les sports. Hein. Mais donc, on commence à voir quelque chose à la TV, c'est ce qui a créé les émotions, les sentiments. Ça va donner l'envie de démarrer. Et on va aller avec cette envie dans une salle de CrossFit, dans ce cas-ci. Et on va vouloir faire vraiment la même chose. Donc, l'objectif, ça va être d'aller directement au haut niveau, sans point intermédiaire, comme il peut y avoir dans certains arts martiaux ou d'autres choses comme ça, qui peut être très intéressant pour structurer un apprentissage, qui a malheureusement pas dans le CrossFit. Et la majorité des coachs ou des salles n'ont pas tendance à le faire. Donc on laisse un petit peu les personnes explorer ce qu'elles veulent faire. S'ils ont envie d'essayer un muscle-up, on va leur dire d'essayer un muscle-up. Je parle en général dans une salle CrossFit où ils vont le faire après le cours en étant hyper fatigués, après leur deuxième séance. Et donc, c'est encore c'est très large, il y a plein de possibilités, c'est ça qui rend les choses hyper bien. Ça permet à tout le monde d'évoluer et d'apporter de nouvelles choses, mais en même temps, c'est intéressant d'avoir justement cette dissociation et de pouvoir faire comprendre ça à des membres. Ok.
Ah oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, notamment l'aspect de palier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est normal d'évoluer très vite au début dans n'importe quel sport. Moi, je dis toujours, je suis nul dans plein de trucs. Ce qui est cool, c'est que du coup, j'évolue très vite dans plein de trucs. Parce que quand tu commences très bas, bah forcément, c'est facile d'évoluer en fait. Mais c'est là aussi où il y a la notion de contexte et de professionnalisme. Bah, nous, on va contextualiser aussi l'évolution des membres. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Toi, tu veux aller améliorer ta course à pied. Toi, tu veux améliorer ton haltéro. Est-ce qu'on va avoir le même chemin? Moi, je pense pas, mais comme j'aime bien le dire, les chemins vont se croiser à travers certains WOD, à travers certaines façons de voir la nutrition, peut-être le sommeil, la récupération, qui pour moi sont évidentes. Essayer de prendre des compléments alimentaires alors que tu dors pas au minimum 8 heures. Bon, voilà, maintenant, génétique, pas génétique. Moi, j'ai la chance d'avoir une génétique qui fait que j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Mais force est de constater que quand je peux compenser avec un petit café, alors que je suis pas un gros buveur de café, je le fais. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est notre job à nous de remettre le contexte des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le CrossFit, encore une fois, il n'y a qu'un CrossFit. Non, il y a ton CrossFit, il y a mon CrossFit, il y a notre CrossFit. Ce qu'on veut ici amener avec Astérion, j'ose le dire, c'est quand même une contextualisation qui est optimale. Mais faites attention, là je parle plutôt aux coachs et aux honneurs, même si les adhérents font un peu partie de ça, de ne pas vous laisser abasourdir par la minorité criarde, quoi. Parce que souvent, tu vas essayer de... Allez, on va aller plus loin, on va faire plus de compétition, on va augmenter le volume, on va augmenter la difficulté. Mais en fait, c'est peut-être le 1-2% de ta box qui a envie de ça. Alors qu'il y a quand même une grosse minorité silencieuse qui est plutôt, encore une fois, moi, c'est plutôt ces personnes-là vers lesquelles je vais parce que j'aime cette contextualisation. Et je pense que ça, c'est important. Donc, il y a de la place pour tout. Dans tes valeurs, dans ton identité, en tant que personne, adhérent, coach, que sais-je, parce que ça dépend qui écoute ce podcast, quelle place ces pratiques prennent et être capable de différencier l'une de l'autre, quoi. Parce que moi, je ne suis pas du tout un compétiteur, mais vraiment, vraiment pas. Par contre, je suis un énervé de l'entraînement. Quand je m'entraîne, c'est rien ou tout. Et des fois, c'est peut-être un peu dommage. Je devrais peut-être faire un peu à moitié. Ça, je le sais, ça fait aussi partie de ma génétique et de mon mindset. Mais ouais, contextualisation et surtout savoir que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais à quel pourcentage par rapport à ce que toi tu recherches Ok. comme contexte de vie. Ça m'intéresse aussi, Jo, d'avoir ton avis, du Ouais. coup, par rapport à ça, mais aussi par rapport à quel CrossFit pour toi. Ouais, mais pour moi, j'aime bien faire un peu la différence entre ce qui se passe dans une box, on va dire dans les cours collectifs, etc. Moi, je le vois très clairement comme une préparation physique générale. C'est, au final, on prépare les gens pas à être personnellement en astérion, on ne prépare pas les gens à être des crossfitters, mais en fait à être des humains en forme, fit. C'est fort ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment notre approche. Est-ce que quelqu'un qui veut faire du crossfit va pas être meilleur? Bien sûr que oui, parce que la préparation physique générale, au final, aide à tout le monde. Et clairement, il y aura des journées un petit peu plus spécifiques crossfit, où là, on peut avoir du high skill, avoir des choses un petit peu plus crossfit. Mais moi, personnellement, je pense que quelqu'un qui ne veut pas faire de la haute compétition, etc., la préparation physique générale est le meilleur moyen pour améliorer son condition physique, son niveau mental, etc. Parce qu'on peut vraiment travailler dans toutes des gammes différentes d'intensité, plus dans la force, plus dans le gym, etc. Et voilà, je pense que ça, c'est un peu notre approche qui fait un peu la différence. Je ne connais pas tous les crossfit, bien sûr, mais que dans des autres crossfit que j'ai pu aller, c'est souvent mis en avant. En fait, on entraîne les gens à être des crossfitters, à entraîner les gens à faire de la compétition, Ouais, même tout s'ils à ne veulent fait. pas de la faire. C'est un peu tout est conceptualisé, tout est prêt pour faire de la compétition. Et c'est possible qu'à côté de ça, tu as, 80% des gens ne s'intéressent pas du tout à faire de la compétition, ou oui, ça l'intéresserait de faire un, mais comme un challenge Tester. tester parce que comme un jour j'ai envie de faire un trail, ben, je vais me préparer un petit peu plus pour faire ça et un jour je vais faire ça, une compétition ou un Irox, etc. Ça c'est cool et je pense que justement c'est la préparation physique générale qui va permettre à les gens de pouvoir faire des challenges complètement différents, etc. C'est un petit peu comme moi je vois les choses avec Astérion et la manière qu'on essaie de visualiser les choses. Et moi je voulais poser la question aussi au niveau de l'intensité parce que voilà, la définition de CrossFit, c'est quand même haute intensité, etc. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut toujours faire de l'authenticité? Est-ce que... voilà, je veux savoir un petit peu plus sur ça. Clairement, je pense que l'intensité amène de très beaux résultats. Après, il faut choisir les mouvements qu'on maîtrise. Et ça, c'est une grosse question pour pouvoir choisir là où mettre l'intensité. Comment savoir si tu le maîtrises?
Ça, c'est au coach à aider justement, et c'est au coach à être qualifié pour pouvoir le faire, parce que ça va très très loin, je pense, pour pouvoir savoir si on maîtrise ou pas. Et ça va même sur un burpees, Ouais, à pour fond, moi. à fond. Donc le burpees, tout le monde sait le faire, mais par exemple aux États-Unis, je me souviens quand j'ai commencé le CrossFit, c'était l'exercice qui faisait mal au dos. C'était reconnu pour ça, parce que les gens n'engageaient pas les abdos, parce que après il y avait des problèmes d'épaule sur les burpees aussi, parce que les gens ne savaient pas engager la ceinture scapulaire, parce qu'ils ils shrugaient n'importe quoi, donc la tension était sur la tête des épaules. Et donc il y a, pour moi, on revient toujours aux tensions. Ouais, ouais. Et donc cette capacité de maîtriser le mouvement et de sentir les muscles qui doivent être activés dans le mouvement. Et c'est quelque chose qui est hyper évolutif. Quelqu'un qui a un passé de gymnaste, par exemple, serait très pertinent là-dedans, propre à tout le monde gym qu'il peut y avoir en CrossFit. Et je suppose que c'est la même chose en haltéro par rapport à l'haltérophilie. Oui, oui, exact. Ah, intéressant. Ouais. Et alors, de là, on peut se permettre d'augmenter par palier l'exercice au niveau de la difficulté du mouvement pour pouvoir mettre de l'intensité dans ce qu'on veut. Après, je ne dis pas qu'il faut faire que de l'intensité. Justement, c'est un compromis entre les deux. Si on veut évoluer au CrossFit en compétition, ce serait intéressant d'essayer d'acquérir d'un côté ce mouvement, cette capacité de tension dans les mouvements, et de l'autre de continuer à travailler la technique, l'intensité. Et ça peut se travailler comme on fait ici, de low impact ou des trucs très très simples. Donc, ça pousser un traîneau, pousser quelque chose. Et ce qu'on fait ici, que j'ai rarement vu dans les autres box, c'est un cours conditioning par exemple aussi, qui est très carré, qui est typiquement un entraînement de quelqu'un qui fait de l'aviron ou équivalent skieur et des choses comme ça. Et là, ça permet d'apprendre énormément sur soi et d'avoir cette capacité de se réguler, de mettre de l'intensité ou un pacing. On sait tout faire avec ça. Et là, ça donne beaucoup de feedback, je trouve. Ouais, super intéressant, tu vois, et par rapport à ce que tu dis avec le conditioning, il y en a beaucoup qui vont juste, et je juge pas, encore une fois, parce que moi je suis pas du tout un expert de tout ce qui est conditioning cardiovasculaire, c'est même plutôt un point faible pour le coup. Mais l'idée, c'est qu'il y en a qui vont juste dire, ok, c'est du conditioning, c'est 45 minutes sur un ergo, quoi. Est-ce que c'est pertinent? Oui, mais est-ce qu'on peut faire mieux? C'est certain, je pense. Et c'est là où, encore une fois, vous, c'est dans votre ADN, vous avez envie d'avancer là-dessus. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour la fin, j'avais envie de répondre à Seb. Concernant l'intensité, moi j'ai un concept très particulier dans ma tête, encore une fois, parmi tant d'autres, au niveau de l'intensité, qui est qu'en fait, je suis en recherche d'équilibre, mais il y a quelque chose d'important, c'est que je pense que la plupart des gens recherchent un équilibre comme ceci. Donc en fait, ils ont une moyenne, on va dire que c'est 5 sur 10, ok, et ils vont essayer d'aller chercher un équilibre en fait en restant le plus proche possible de cette moyenne. Donc du 7,5 ou du 4, quoi, quelque chose comme ça. Vous voyez, on comprend un petit peu le conceptuel. Moi, j'ai un concept d'intensité dans son équilibre qui est un petit peu différent, qui est qu'en fait, je vais aller chercher un 9,5 et puis je vais aller chercher un 1. Mais en fait, si tu fais la moyenne sur la semaine, tu es quand même sur une métrique équilibrée de 5 ou 6, quoi. Plutôt 6 pour moi, parce que j'ai tendance à me cramer un peu. Mais ça fait aussi partie, parce qu'il y a aussi quelque chose, encore une fois, là, bon, j'en profite, je mets l'aspect mental, vous me connaissez. Moi, j'ai besoin d'exprimer beaucoup d'émotions comme ça. Je suis quelqu'un de très émotionnel, je dis souvent, je suis qu'émotion. J'ai besoin, des fois, de juste me péter la gueule, en fait. Et je le sais. Par contre, j'ai de la bienveillance envers moi-même, qui est que, au lieu de m'entraîner peut-être 4 ou 5 fois cette semaine-là, je vais peut-être m'entraîner 2 ou 3 fois. Et peut-être que la troisième fois, ça va juste être un peu de course à pied. Il faut savoir que moi, la course à pied, je la subis un peu parce que je suis pas très bon. Mais là, je suis dans une optique de perte de poids, etc. Bref, tout ce que je suis en train de vous dire là, en fait, c'est un contexte d'intensité. Mais comment est-ce que vous voyez votre intensité sur la semaine? Comment vous voyez votre intensité sur l'année, sur le mois? Et pas que aux 24 heures. Et pas que à l'heure. Parce qu'il y a aussi la notion d'intensité sur l'heure dans laquelle on est en train de faire le WOD. Donc cette notion de temporalité, pour moi, elle est excessivement mise de côté. Et pour moi, il faut vraiment essayer d'éviter ça. Moi, je sais que voilà, je voulais m'entraîner. Au final, je ne me suis pas entraîné parce que j'ai coaché un des membres de la coaching school. Et j'ai dit à Jonas, de toute façon, à choisir de m'entraîner ou de coacher, je choisirais toujours de coacher parce que c'est mon identité et ce que je veux. Mais du coup, en fait, plutôt que de me dire merde, je ne me suis pas entraîné aujourd'hui, soit je vais rentrer, je vais aller courir, soit je vais mettre un peu plus d'intensité demain. Et en fait, ça ne me stresse pas. Maintenant, c'est aussi vraiment une notion que j'invite les gens à bien focus, qui est dans quelle temporalité contextuelle tu mets ton intensité. Parce qu'une heure n'est pas égale à un jour, n'est pas égale à une semaine, n'est pas égale à un mois. Donc pour moi, intensité, résultat, c'est évident. Maintenant, quelles sont tes capacités à gérer cette intensité par rapport à la temporalité que tu vas donner et aussi par rapport à ta récupération.
ton dodo, ta nourriture, etc. Donc, Non, non. Ok, super, parfait. Est-ce qu'alors c'est compatible le renforcement musculaire et la haute intensité? Et qu'est-ce que vous en pensez qu'on fait des différents ici à Stérion que on ne trouve pas dans des autres salles, etc. Tout ce côté de renfort, etc. Je sais que moi personnellement énormément d'années, mais je l'ai mis très de côté. Je ne pensais pas à ce côté de renfort. CrossFit, hein. Et ouais, CrossFit, c'est intensité, on va limiter le structurel. Je grossis le trait, hein. oui, clairement, clairement. Et voilà, qu'est-ce que pour vous, combien de place ça prend le renfort et la haute intensité, etc. Je me permets. Oui, Comme j'ai le ouais, comme ça on échange à chaque fois, c'est bien, dynamique. Pour moi, il y a vraiment une notion de pyramide où en fait on a mis peut-être pas le bonne chose au bon endroit. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends très peu parler de structurel. Alors j'entends, mais pas assez. Maintenant il y a aussi la méthode StrongFit, on connaît, on est formés tous les trois, on fait des bisous à Julien et tout ça. Mais l'idée c'est que il y a quand même une grosse base de structure. Moi, tout ce que je fais, c'est toujours dans une optique d'améliorer la structure. Et à partir du moment où moi, mon expérience, mon bagou, etc., m'a permis, avec la relation que tu as créée aussi avec l'adhérent, l'athlète, tu appelles ça comme tu veux, te permet un peu de dire, OK, la structure est bonne, là, on peut y aller. Donc pour moi, la structure, c'est ce qui fait que, je reviens un peu en amont dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui fait que tu peux passer des paliers, voire, et ça, c'est très très fort, ne pas prendre un palier dans les dents. Parce que moi, les paliers que j'ai eus, ils étaient souvent d'un point de vue structurel, qui est que je vais cleaner parce que j'ai une très bonne extension, c'est génétique encore une fois, on a vraiment une chaîne post qui est bien développée dans la famille, voilà, des bons quads, etc. Donc l'extension est vraiment favorable chez nous. Donc hop, on va envoyer, mais par contre, j'avais pas la capacité structurelle de gérer la charge que je montais. Ça, par exemple, je suis pas sûr que c'est déjà arrivé à Seb, qui a une capacité structurelle qui était vraiment solide par le fait que tu es grandi quand même dans une dynamique qui était différente de la mienne. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même des choses vraiment à se poser. Donc, pour moi, en fait, si vous êtes sur un palier, je vais être un peu clivant. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que le palier il soit structurel, en fait. Que tu n'es pas assez fort. En fait, j'ai jamais vu quelqu'un d'extrêmement fort d'être vraiment bloqué. Parce que quand il est bloqué, c'est de la technique. Mais si tu es fort, ta technique, c'est du cognitif. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est du coaching. Parce que tu peux être le meilleur coach du monde. Moi, je peux te coacher le strict muscle up, je l'ai pas quoi. Pour le moment, je l'ai pas. C'est peut-être le travail 2025 ou 2026, hein, clin d'œil. Mais l'idée, c'est ce truc de, ok, si tu sais travailler le structurel, que tu acceptes des fois un petit peu de reculer, parce que c'est peut-être aussi, là, on repart aussi sur l'émotionnel par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour se mettre une boîtasse. Et moi, je trouve que c'est mieux de se mettre une boîtasse que de se bourrer la gueule, quoi. Ou de tromper sa femme. On en parlait un peu tout à l'heure, quoi. Les gens, des fois, comment est-ce qu'ils font pour gérer leur émotion? Bah, ils ont chacun leur manière de faire, quoi. Bah, moi, personnellement, je préfère que plutôt que de briser ton couple ou te rendre en mauvaise santé, bon, te laisser un peu tranquille pendant une heure, c'est peut-être plus rentable. Mais par contre, cette rentabilité émotionnelle ne va pas forcément être en adéquation avec ta capacité d'évolution par rapport au palier physique que tu vis, quoi. Je sais pas si voilà, j'essaye d'être clair, mais ça pour moi c'est vraiment important de se dire, pour répondre à ta question plus clairement, il y a tout à fait la place pour mettre de l'intensité dans le travail de force. Il y a de la place pour mettre de structurel si tu veux avancer dans ton levier. Et moi personnellement, des fois j'ai 30 minutes entre ce qu'on fait et un client, bah, je vais chercher 10 minutes, 10 reps par minute. Ça c'est de la haute intensité. Je suis désolé, moi je finis, je suis un peu rouge, j'ai transpiré, j'ai envoyé. C'est de la haute intensité, mais encore une fois avec une temporalité intelligente. Ok. Et seulement une petite question. Quand tu parles des structures, c'est possible que les gens ne savent pas très bien de quoi on parle, Hmm. des structures. Qu'est-ce que tu veux dire par structure? Quand je parle de capacité structurelle, je vais dire ta capacité, alors je vais dire osseuse, musculaire, je vais même aller jusque le neuromusculaire et sensoriel, donc système nerveux, etc. En gros, est-ce que la mécanique de ton corps, à travers tout ce que je viens de citer, est en capacité de gérer l'information ou la contrainte qui va arriver? Cette information, cette contrainte, ça peut être une charge, une intensité trop haute, ou même une peur ou une émotion incontrôlable. Ok. Plus tu augmentes tes capacités sur tout ce que je viens de citer, plus tu es en capacité de gérer les choses, moins tu es en anxiété, moins tu es en problématique, plus tu es fort. C'est ma définition de la force. C'est avoir les capacités de gérer les choses qui arrivent comme elles arrivent. Donc, adaptabilité. Ok. Parfait. Donc, pour reprendre la question, c'était de Est-ce que le voir renfort. le renfort et de la place qu'il peut avoir dans le CrossFit. Ouais. Et aussi, ici, qu'est-ce que tu penses qu'on fait des différents Mhm. à des autres endroits, etc.
Donc, je vais reprendre un petit peu parce que je parlais du truc de garage. Il y a différents politiques. Ça dépend un petit peu des honneurs, justement. Quand j'ai commencé le CrossFit, 2-3 ans après, je suis très vite orienté vers Conjugate, donc, que certains connaissent. Ça vient de Westside Barbell. Donc, ils sont très orientés powerlifting à la base. Mais il y a toute une structure qui vient de Russie, où Louis Simons, qui est décédé l'année passée, justement, qui a fait toute une étude, qui a repris tous les travaux qui avaient été faits dans les années 50, 60, 70, tous les scientifiques, dont il y a Verkhochomsky, Melsi, je crois que c'est un Américain. Il a tout repris. Et je commençais déjà à voir des petits trucs qui me dérangeaient un petit peu. Et je m'étais dit, mais le CrossFit, c'est relativement nouveau. Pourquoi je ne me dirigerais pas vers quelque chose qui a plus de connaissances et qui est plus transversal au niveau des sports, dans le sens où Conjugate, donc, ils sont spécialisés dans le powerlifting, mais ils forment des lutteurs, ils forment même des marathoniens. Après, c'est une vision très spécifique qu'ils ont, mais ils ont déjà touché un peu à tous les sports. Et eux partaient extrêmement fort sur la notion de renforcement musculaire, et que le WOD, c'était une petite part, et c'était du sport spécifique quand on le dirige vers la compétition. Donc, c'est encore un autre aspect par rapport au cours CrossFit classe générale. Et donc, je m'étais fort orienté là-dedans. Et j'ai eu un excellent retour là-dessus au niveau de la force. Donc, c'était très positif. Alors Performance, solidité, vraiment, et une évolution beaucoup plus harmonieuse. Parce que le défaut principal qu'a les crossfitters dans les compétitions, c'est qu'ils brillent sur un truc et puis en général, ils se cachent sur un autre. C'est pas le cas pour tous, certainement pas pour les élites, mais c'est souvent comme ça. Et donc, il y a toujours eu cette recherche, en tout cas, cette place hyper importante de la force. Et Jonas aussi, quand on s'est rencontrés, donc il y avait tout l'aspect FBB que tu aimais, même Strong Fit, etc. Et donc, on savait que c'était important et que la prise de conscience de tout ce qui était mouvement, tension et augmenter la force permettait de diminuer les blessures, surtout dans le CrossFit. Par exemple, on prend l'exemple le plus flagrant qu'il y a, c'est les blessures d'épaule au CrossFit. Ouais. Parce qu'on ne s'est pas engagé correctement. Parce qu'il n'y a pas que les dorsaux pour engager les épaules. Non. Donc il y a plein d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu transmettre directement en arrivant ici. C'était extrêmement fort, diminuer le taux de blessure. Il y a une manière de faire et il y a une sélection d'exercices qui permet aussi, dans les WOD, de le faire. Et donc ça, c'était hyper important pour nous. Et donc, ici, si vous venez faire du CrossFit ici, le début du WOD, c'est la force absolue. Donc, on est au-dessus de 90%, 2 fois par semaine. Les mouvements changent. On a de la force-vitesse, donc on est autour de 70-80%. On va travailler dans des charges. Les watts, ça dépend un petit peu. Il y a tout ce qui est. On travaille les différents types de temps. Parce qu'il y a une manière de structurer aussi les temps d'entraînement. Il y en a qui vont dire au début, justement, quand on reprenait le CrossFit, c'était tout ce qui était phosphocréatine, tout ce qui est oxydatif, tout ce qui est truc. Mais en fait, il y a différentes manières de structurer son entraînement CrossFit. Pardon. Donc, quelqu'un qui veut être bon en CrossFit, si il vient du milieu, si c'est un ingénieur, n'importe quoi, il va pas structurer ça comme ça. Il va structurer ça différemment et ça peut être structuré en fonction du temps de travail et de l'intensité du ressenti et pas forcément en fonction des phases où il en est au niveau physiologique. Et ça, ça c'est un truc que j'ai mis aussi un peu de côté et je réfléchis plus en termes de temps. Et donc, on a mis tous ces paramètres-là ensemble pour minimiser les blessures et avoir un rendement positif par rapport à l'entraînement. Donc, il y a beaucoup de renforcement. On travaille tous les types de forces, parce que je n'ai pas mentionné tous les types de forces, j'ai mentionné les principaux. Donc, on fait même de la résistance, on fait tous les trucs. Et là, on sait qu'on est complet sur ce spectre-là. Et ça vient de principalement Conjugate. Strong Westside Conjugate. Donc, ce Conjugate, c'est pas une marque, mais c'est un peu. C'est un concept qui vient de Westside. Et il y a même une salle de CrossFit qui s'appelle CrossFit Conjugate. Ils ont été aux Games, ils ont fait 2e en 2014 avec le premier deadlift à 300 kg. Mais donc, c'était des bûches. Et c'est sexy d'être une bûche. C'est cool d'être une bûche. Ouais. Voilà. Ok, super. Et mais moi, j'avais
peux garder le micro Vas-y, parce que vas-y. j'ai une question. Il y a un truc que j'aimais bien beaucoup quand tu expliquais avec les pièces de moteur, la haute intensité, c'est grandir le moteur, etc. Et je pense que ça rentre parfait Ouais, maintenant dans le truc. bien. Est-ce que le renfort, qu'est-ce que ça fait le renfort en réalité? Ouais. Si on devrait mettre ça dans un garage de nouveau, on va ouvrir un garage un jour. Ouais. Ouais, ça, c'est une analogie qui est vraiment sympa. Donc, je compare souvent le fait d'augmenter la force comme augmenter la cylindrée du moteur. Donc, on va consommer plus de calories. Donc, si vous voulez sécher, c'est bien d'augmenter la taille du moteur, parce que si on augmente la cylindrée, en général, on consomme un peu plus. Et après, au niveau de la structure, il y a la structure de la voiture. Et ça, c'est un peu le principe du Strong Fit, où on peut aller changer un petit peu les pièces. Nous, on ne peut pas changer les pièces, hein, mais la voiture peut changer. On peut changer les pièces, on peut l'alléger, on peut la renforcer, on peut faire plein de trucs. Et donc là, il y a tout le travail structurel. Et après, il y a la compétition, c'est comme si on était un peu un pilote dans cette voiture. Donc il y a tous ces paramètres à travailler à l'entraînement. Donc c'est bien de dire qu'il faut s'entraîner comme on fait les compétitions, mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce qu'un entraînement doit permettre de construire. Il y a tout l'aspect stratégie, ça c'est une chose aussi, mais l'entraînement, c'est censé améliorer la voiture. Enfin, il y a ce côté améliorer la voiture et à côté, il y a tout ce qui est pilote, mais ça c'est important. Après, la qualité de ce que tu vas mettre dans ton carburant, le carburant que tu vas mettre est aussi important. Donc l'image de la voiture est sympa. Mais quelque chose que j'aime bien, par exemple, justement, par exemple, si on prend l'exemple des voitures, mais en Formule 1, par exemple, que tu vas avoir le dimanche la course, non, ça c'est le moment, on va dire, le moment fun, le moment cool. On pourrait dire que c'est le WOD, mais il y a passé des semaines et des semaines, cette voiture à être construite, à être en train de tester, à voir un petit peu les pneus, le piston, etc. Ouais. Et on teste, et en fait, on construit. Et ça, je pense que l'entraînement, on devrait le voir plus comme ça, de vraiment construire, 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 fun, un challenge, une compétition, un Irox, une compétition de CrossFit, aller courir mes 10 km de mon village. Bref, ça peut être n'importe quel challenge. Mais il ne faut pas perdre l'objectif qui est au final est de construire. Si on passe tout notre temps à être en test, tout le temps en train de challenge, en fait, on ne prend pas du temps à améliorer les pneus, améliorer etc. Et je pense que toute cette notion un peu de véhicule, tout ça, ça peut aider un peu à comprendre et que ça soit plus logique de dire, ah, en fait, le renfort, bien sûr, qui a sa place dans n'importe quel sport et ici, concrètement, dans le CrossFit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour ça. Rien qui me vient à l'esprit. C'est top, ouais. Parfait, parfait. Mais je voulais parler un petit peu avant qu'on termine avec le podcast, mais plus sur les blessures. Blessures en CrossFit. Mais déjà, quelles sont les blessures que vous avez vues de plus? Et après, on peut rentrer un petit peu pour aider les personnes qui nous écoutent. Pourquoi pas dire des exercices qu'on pourrait faire, etc. L'ordre des blessures, épaules. Ouais. Donc, en général, le tendon de biceps, très souvent, 80% du temps. Puis épicondylite. Trapèze aussi souvent. Ça, t'as beaucoup de trapèze. Ouais, moi j'ai beaucoup de trapèze. Moi. Mais ça, c'est marrant parce que normalement, ça dépend fort du type de salle et de la programmation. Oui, complètement. Et de la manière générale dont les coachs dans les salles influencent. Parce qu'on avait Richard qui était venu l'année passée. Et CBS, du coup, ouais. Exactement, ouais, qui travaillait beaucoup avec Julien avant. Et en fait, la majorité des manques de connexion qu'il y avait chez les personnes, c'était 80% la même dans la boxe. Donc on avait une influence, parce que nous, on avait exactement les mêmes trucs. Et donc, ça se projetait sur les membres. Ouais, ça ruisselle. Voilà. Et donc, épaules, long biceps général, épicondylite ou droite-gauche ou épitroclé, c'est selon. Et genoux. Ça, c'est vraiment 80% du temps. Ouais. Ce qui revient. Ok. Comme tous les sports, clairement, chaque sport a ses blessures spécifiques. Hein, c'est logique. C'est pas parce que c'est du CrossFit que même les coureurs ont ces blessures, les rugbyman, etc. Non, tu penses pas? Mais justement, je pense que ça, comme on disait tout à l'heure, ça dépend un petit peu de la manière dont le coaching va être abordé. Oui. Et ça, c'est si on laisse faire quelqu'un et qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul par rapport au CrossFit. Donc, on se dit pas ça, c'est dangereux. On va laisser quelqu'un faire un toast to bar et il va caresser ses oreilles avec ses épaules. Voilà, il va être comme ça totalement et il va être super content parce que il est suspendu à la barre, ses pieds ont touché la barre 20 fois d'affilée, peut-être, ou n'importe quoi. Mais structurellement, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Donc, il va frotter. Ça a totalement frotté. Il y a pas mal de problèmes. Le bas du dos, pardon, j'ai oublié aussi. Ouais, j'allais les rajouter avec les obliques. Ouais, exact. Et donc, enfin, il y a moyen de contrecarrer ça. Et justement, je pense que c'est quelque chose qu'on a essayé d'apporter directement ici. Et il y a eu beaucoup moins de blessures d'épaule. Il y en a, hein,
Il y en a, et c'est parfois pour d'autres causes C'est et pas tout d'autres le temps, choses, j'allais dire. mais c'est pas à cause des pull-ups, Ouais. c'est pas à cause des toast to bar. Et donc, j'ai quasi pas entendu de blessures de long biceps. Je crois qu'on en a eu 2 du sus épineux, des tendinites, 2 ou 3. Après, il y a des trucs, des facteurs génétiques oui, aussi, clairement. si quelqu'un a de l'arthrose dans la colonne claviculaire. Et ça, c'est indépendant du sport, je pense, mais ça, c'est ce qui revient le plus. Je vais Ok. te laisser faire ta liste, comme ça, on m'expliquera après. Ah, tu as été bien complet, hein. Pour le coup, moi j'aurais tendance effectivement à rajouter le bas du dos, qui est aussi notamment une grosse zone où l'anxiété vient se caler. Souvent déconnexion au niveau interne, donc vraiment grosse difficulté à activer les obliques, grosse difficulté à activer les moyens fessiers, là qui est plutôt externe pour le coup. Mais donc du coup, bah, en fait tout ce qui est censé protéger le dos, ou qui est censé en tout cas vous permettre de bouger avec sécurité, je vais utiliser le terme comme ça, ben en fait, il n'y a pas quoi, il n'y a pas de connexion. Donc honnêtement, moi je suis un petit peu plus extérieur que vous, encore une fois, parce que bah, c'est juste la vision que j'essaye d'amener aussi à la boxe. Mais c'est très rare que je sois limité d'un point de vue structurel pour coacher. Je me répète un peu, hein, mais vraiment, au niveau des douleurs ici, etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu la dernière fois? Effectivement, j'ai eu un tendon du long biceps. Bon, après, il y avait une rotation qui était vraiment exacerbée parce que je suspectais une hyperlaxité au niveau du haut du corps du gars. Donc, c'était Audran. Et donc, puis il a fait une rotation. Et en fait, je lui ai dit, OK, tu me permets de te toucher, etc., d'aller voir un petit peu ce qui se passe. J'ai senti, j'ai remis un tendon en place, je l'ai senti. Bon, ça, c'est des trucs que je fais un petit peu parce que je le sens, quoi. Mais j'ai dit, par contre, il y a clairement un autre problème. Et ça, je n'ai pas été parce que je n'ai pas les connaissances là-dessus. Et en fait, quand il a été voir son ostéo, il m'a dit, effectivement, tu avais raison. L'ostéo m'a dit que tu avais remis le tendon là, mais que le long biceps, c'était la continuité de la douleur. Donc, il a remis là. Et un truc que moi, je n'avais pas du tout vu, il y avait aussi le diaphragme que du côté opposé Bloqué. qui était bloqué. Ça, je n'avais pas du tout vu. Et je lui ai dit, par contre, ça doit venir de là, la rotation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ce que je suis en train de raconter là? Qu'en fait, c'est des choses qu'on voit beaucoup, mais pas de la même manière, pas avec la même affinité, pas avec la même typicité, pas avec la même raison, parce que là, Audran, bah, il avait fait ouais, c'est ça, un overhead squat ou un snatch squat, je ne saurais plus te dire. Mais en tout cas, il y avait eu clairement, effectivement, extension et overhead, ça c'est sûr. Et en fait, là, bah, il y a eu relâchement. Est-ce que le travail structurel, il est fait? Bah oui, je pense. Mais par contre, est-ce qu'il est fait dans cette optique spécifique? Bah là, c'est le résultat qui nous donne la réponse. Pas assez. Donc, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est la manière dont les gens encore utilisent notre outil, c'est-à-dire la boxe, notre coaching et la programmation? Pour moi, c'est un partage de responsabilité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Totalement. Et allez, on va prendre 3 blessures. Par exemple, au niveau de l'épaule. Tu as dit laquelle exactement ton Le biceps. biceps, c'est ce qui revient beaucoup, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous essayerez de renforcer? Quel muscle vous essayerez de travailler? Par exemple, si quelqu'un nous écoute qui a un problème dans... Triceps, D'abord, venir ici, s'inscrire, voilà, puis vous voyez. puis on va faire la position. Triceps, biceps, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'agonistes-antagonistes. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de travailler ici, en fait qui s'enferment un petit peu, ou même qui vont un petit peu fermer bêtement avec des rotations internes de l'épaule. Je sais pas, honnêtement, en toute transparence, je sais pas s'il y a exactement un muscle en particulier, mais par contre, une chose est certaine, c'est la tension, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on sort de la tension et qu'on vient chercher. D'ailleurs, on voit, hein, des mecs, c'est plus des mecs là pour le coup avec le biceps que des femmes, qui ont le biceps qui est fermé, quoi. Tu leur dis de tendre et ils ont beaucoup de mal à tendre, quoi. Et donc, ils ont vraiment une mobilité, donc une amplitude de mouvement avec l'activation musculaire qui est très réduite. Mais forcément, si dans ton keeping, tu viens chercher ça tout le temps, et qu'en fait, à partir de là, tu n'es plus en capacité d'activation, bah forcément, tout ça, toute cette partie-là, les amis, elle n'est pas capable de subir en fait le stress, l'impact, l'intensité. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc moi, j'aurais tendance à aller chercher un petit peu de biceps, triceps, pour aller chercher agoniste, antagoniste, histoire de regagner un petit peu en mobilité comme ça. C'est peut-être pas le meilleur d'un point de vue structurel, mais par contre, d'un point de vue connexion, je suis assez séduit. Bon, ben, ouais. Pour Oui. renforcer l'épaule, Ouais, par exemple. leg press. Ça fait des mois qu'on veut un leg press. Ouais. Donc, Comme on ça, sera le leg plus, press. plus de problème d'épaule. Problème d'épaule, voilà. Non, sérieusement, donc il y a une phrase que quelques personnes connaissent ici, qui est un muscle court est un muscle faible. Un muscle faible est un muscle court. Et donc, si on doit aller dans une amplitude dans laquelle on veut aller, et que les muscles ne sont pas assez forts dans cette amplitude, ils vont se désengager, et donc d'autres muscles vont prendre le relais. L'idée
cet exemple-là, enfin dans cette phrase-là, ce serait alors, par exemple pour l'épaule, ce serait de travailler sur les muscles qui stabilisent l'épaule dans une position courte et de les mettre sous tension dans la position courte et essayer de les rallonger en étant sous tension. Donc principalement, là, c'est pectoraux, grand dorsal, grand rond, sur lesquels je travaillerai, par exemple. Et l'objectif de ces muscles-là, c'est de tirer un peu l'humérus, donc le bras plus bas, pour qu'il y ait un espace entre l'acromion et l'humérus. C'est un peu le même principe au niveau de la hanche, mais c'est expliqué différemment et c'est pas les. Parce que l'épaule tient qu'avec des muscles, donc c'est très particulier l'épaule. Parce que la rotation. Voilà, si on coupe les muscles, mon bras il tombe par terre. Donc il n'y a rien qui tient l'épaule à part des muscles, le bras qui tient il n'y a rien d'autre qui tient le bras que des muscles. Et donc c'est augmenter cet espace entre la tête du bras et l'acromion pour que le biceps n'ait pas ce job secondaire à faire et du coup il ne sera pas sursollicité. Et donc il y a tout un travail spécifique qu'on peut le montrer ici. Et alors on sait s'entraîner aussi en choisissant des mouvements qui permettent de mettre de l'intensité sans... donc, on peut s'améliorer en force, on peut s'améliorer sur plein de points, tout en ayant encore ce problème-là, tout en mettant de l'intensité dans les WOD, en choisissant les mouvements. Donc, c'était un peu l'idée il y a des mouvements qui sont plus accessibles que d'autres. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de la montée de corde, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais. On met beaucoup de montées de corde ici, parce que, on trouve ça hyper sexy. Si on a, je sais pas moi, 200 membres avec cool, des personnes qui ont de 20 ans à 72 ans ici, et que toutes les personnes savent monter à la corde, je trouve ça magnifique. Et après, normalement, sauf keeping, sauf déjà athlète d'un certain niveau, à la corde, tout le monde engage correctement les muscles de l'épaule quand on monte à la corde. Ouais. Comme tu Donc, disais, t'es toujours sous tension. Voilà. On est toujours sous tension, donc je vais aller chercher la corde, mais là, je vais On respecter. va jamais aller loin. On va jamais aller, on va pas passer à travers l'épaule et on passe pas à travers le coude non plus. Donc on va pas, c'est rarement un truc comme ça, sauf si déjà on a une certaine force qui pourrait le permettre. Mais normalement, on reste plié et c'est des tout petits mouvements et on reste toujours en tension dans l'amplitude qui convient. Et ça peut apporter énormément parce qu'au plus j'évolue au niveau CrossFit, au plus je me rends compte aussi à quel point le tronc, que ce soit la ceinture abdominale, la ceinture scapulaire, sont déficientes chez tout le monde. Mais c'est un point, j'ai pas de mots. C'est vraiment trash. Ah ouais. Parce que rien que le front track, par exemple, être capable de faire un tilt postérieur de l'omoplate, les gens savent pas le faire. Et c'est pas, je parle pas en termes de mobilité spécialement, c'est la nature du mouvement. Par exemple, dissocier, je mets mon bras en overhead, arriver à descendre mon coude sans que mon épaule ne bouge, mon omoplate. Je crois qu'il n'y a que 10% des personnes qui savent le faire dans une salle en arrivant dans une salle. Et si on ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire un front track correct. Il y a un tout. Et vraiment, cette connexion au grand dentelé, par exemple, qui est hyper importante avec les obliques, permet de faire énormément. Ok, parfait. Alors, en gros, renforcement avec essayer de raccourcir des exercices, etc. Pour essayer de raccourcir le muscle pour avoir plus de tension et pouvoir aller plus loin. Ça serait une... Je te coupe. C'est pour ça qu'on a les échauffements très bizarres ici. Deuxième, alors, c'est quand on travaille, que ce soit de travail sous tension, toujours. Pas laisser partir... être en maîtrise. Voilà, maîtriser l'exercice. Pas faire comme on avait commencé au CrossFit. Moi, j'avais appris à faire 5 pas, courir pour le rack, pour avoir un bon arche. Et après, demander la catapulte pour essayer de monter, etc. Éviter ça. Essayer de travailler, ça prend plus de temps. Ouais. C'est un peu plus chiant parce que ça prend du temps, etc. Mais en même temps, c'est le chemin aussi qui est intéressant. C'est pas seulement l'objectif. Et vous allez apprendre, je pense, beaucoup. Et au final, même si vous faites un autre sport, etc., vous aurez déjà développé quelque chose de fort. Et ce ne sera pas seulement en trichant ou on comprend le mot tricher, mais en compensant, etc. Ouais. On est d'accord avec ça? Moi, j'ai vu des athlètes qui, en travaillant comme ça, comme on est en train de le dire en spécifique, par exemple sur du pull-over ou vraiment du capacité de press-down, c'est vraiment hollow, arch, mais vraiment en maîtrise, avaient amélioré, par exemple, leur capacité one-ball ou alors leur capacité au volet. Voilà, ça c'est moi, j'ai 2 athlètes comme ça. Bon, après, j'ai par exemple du bench pour simplement aller chercher un petit peu sur un escrimeur que j'ai eu. Ben voilà, au début, le gars était un peu en mode ouais, ça va pas trop m'être utile. Et puis en fait, il m'a dit mais putain, en fait, j'ai augmenté ma capacité à aller beaucoup plus vite et aussi à revenir. Donc il dit même en fait d'un point de vue défensif,
ça m'aide. Ben, je dis, ouais, moi je le savais, parce que c'est comme ça que je le travaille. Après, on a fait 80-20. 20% haut, 80% bas, parce que lui, ce qu'il voulait aussi, c'était capacité dans les cannes, quoi, d'aller beaucoup plus Endurance, vite. j'imagine. Ouais, ouais, ouais. En fait, très grand, très grand. Donc en fait, il avait vraiment une facilité à aller chercher de la longe, mais beaucoup plus difficile de revenir avec, voilà, redescendre, etc. Notamment gros déficit ischio, quads, donc vraiment des quads trop qui étaient trop là. Il y avait même une rotation au niveau, enfin bref, je pars en sucette là, mais dans l'idée, c'est vraiment cette capacité de, ok, travailler votre structurel pour pouvoir justement, encore une fois, ne pas vous limiter. Et la bonne manière aura en fait des répercussions sur des choses que vous n'avez même pas idée en fait. C'est là où je veux en venir. Ouais. Moi, quelque chose que j'aime bien beaucoup, c'est plus le côté. En fait, j'essaie de travailler des muscles plus qu'améliorer des mouvements. Tu vois, Ouais, c'est plus carrément. dans cette division-là un petit peu, même si après, clairement, si tu veux faire un snatch, voilà, il va faire, Snatcher. etc. Il faut snatcher, mais pas que. Il faut aussi faire le renfort, tu vois, derrière, etc. Et voir qu'est-ce qui est le maillon faible un petit peu de toute cette chaîne pour voir un petit peu. Mais vu que tu vas travailler plus des muscles, ça veut dire que pour ton snatch, ça va être bon, mais pour un autre, ça va être bon, pour le rameur, pour le tireur. Bref, en fait, tu vas pouvoir les utiliser. Ça va être au final indirectement positif pour tout d'autres exercices. Je mets beaucoup l'exemple, il y a beaucoup de gens qui font le rameur, qui vont jusqu'à le siège, jusqu'à les chevilles. Tu vois, ils vont vraiment beaucoup plus au quadri, tout ça. Et en fait, moi, depuis que j'essaye de vraiment laisser mon corps aller plus et laisser ma fesse derrière, je travaille beaucoup ma chaîne postérieure, beaucoup plus. C'est-à-dire que même quand je fais du rameur, je suis en train d'entraîner ma chaîne postérieure qui va être utile pour un deadlift, pour après des autres exercices, etc. Alors je trouve assez intéressant de plus le voir comme des muscles qu'on entraîne, etc., plus que des mouvements. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque Ouais. chose à rajouter. Ouais. Mais pour parler justement des tensions, parce qu'on n'a pas comparé par exemple tension et position. Ouais. Et donc, quand on commence le crossfit en général, mais tout sport, c'est hyper excitant les 2 premières années. Tout se passe hyper bien, tout monte, comme tu disais tout à l'heure, toutes les barres, tous les mouvements, on fait que évoluer. Et en fait, quand on part dans cette optique-là et qu'on se concentre là-dessus, il y en a beaucoup qui arrêtent le sport après 2 ans parce qu'ils ont l'impression de plus évoluer ou alors justement ils stagnent au niveau blessure. Et l'optique de travailler avec des tensions, de chercher le mouvement, de chercher des connexions, justement, en général, il élimine ce palier de 2 ans qui est un peu un plafond de verre. Parce que si, par chance, la personne est guidée par rapport à ça, c'est plus un projet de vie, un projet santé, que avoir des tablettes pendant 2 étés ou des pecs. Je suis d'accord, et d'un point de vue transférabilité, parce que ça, je voulais vraiment en parler aussi, c'est le côté carry. Tu vois, tu en as parlé un petit peu de prendre les choses qui vont être améliorées et qui vont être transférables. Ouais. Le fait d'être capable de porter / supporter une charge, je pense que ça, c'est extrêmement sous-coté aussi. Tu vas voir beaucoup de gens, en fait, montrer qu'ils portent un sandbag, mais en fait, tu vas voir qu'ils se sont mis à deux pour le porter du sol, quoi. Et en fait, oui, c'est bien de porter le sandbag, mais si tu enlèves la partie la plus dure, qui selon moi est celle où tu vas chercher vraiment ass on the grass, comme on dit, on va chercher fesse au sol et on va chercher la charge, bah en fait, passer là où c'est difficile, en fait. Moi, souvent, c'est pas de remonter la charge le plus dur, c'est de vouloir y aller. Quand tu y vas, bah, tu dis OK. Et puis après, bah, c'est surtout des fois, tu l'as sur les épaules, tu dis ouf, ça c'est lourd. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très sous-coté, d'être capable de prendre une charge. Parce que autant pour voilà, un monsieur de 72 ans qui voudrait, je sais pas, prendre ses courses très convenablement, ou une jeune maman de 30 ans qui voudrait porter son bébé un petit peu mieux, ben ça, c'est vraiment quelque chose qui a une grosse transférabilité. Donc, si vous avez un truc à retenir de ça, de tout ce qu'on a dit, même s'il y a beaucoup d'infos, bah déjà, la première, c'est de venir chez nous. Et la deuxième, c'est de porter des trucs lourds. Ouais. Tu as besoin de porter le sandbag pour savoir qu'il est lourd? Oui. Non. La taille, en général, est un bon indicateur. Voilà. Parfait, parfait. Mais je pense qu'avec ça, ça peut clôturer pour le podcast 2, sauf si vous avez quelque chose d'autre à dire. Je pense Non. qu'on est bon. Parfait. Super, on se verra pour une troisième. Merci beaucoup à tous. À une prochaine. À très vite. Ciao, ciao. Très vite. Salut.